parce que, bon, toi et Gérard, j'ai l'impression que vous êtes comme deux cuisiniers, comme ça, qui aimaient tôt le matin, hein, aux premières lueurs, aller dans le jardin, aux herbes, et aller humer comme ça. Eh bien, j'ai l'impression que tu fais la même chose avec les mots, avec le vocabulaire. Parce qu'il y a des gens qui mettent des pages et des pages pour expliquer une ambiance. Vous deux, les premières lignes, clac, 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 le décor est planté, on a le parfum, on a les bruits, on a Écoute, tout ça, ce Alors, ça me convient très bien. Ça. mais, L'image du cuisinier, ça me convient très bien. oui, souviens-toi que tu avais déjà rencontré ce genre de sensibilité lorsque tu avais croisé, me semble-t-il, Wilfried Tsonga. Oui, exact. Tu avais eu des rencontres avec lui, tu m'avais dit que tu avais été frappé déjà par Oui, oui. la façon dont ce garçon écrivait. Quoi. Mais en fait, c'est la vraie chance d'être écrivain, c'est de rencontrer d'autres écrivains, mais qui partagent le même goût que toi de l'écriture, de la littérature. Ils sont relativement rares. Et ça me fait plaisir l'image des cuisiniers, parce que je reproche beaucoup à des amis écrivains, pourtant qui sont des amis, des copains, justement de jamais parler cuisine. Oui. Et l'avantage avec Gérard, c'est qu'on parle cuisine. Avec Franck Bouis, on parle cuisine. Avec Norek, on commence à parler cuisine. C'est des choses qui me plaisent, toi. Je vois les peintres parlent entre eux de peinture, de couleurs, etc. Et pourquoi nous, on ne parlait pas de nos techniques d'écriture, de nos façons de construire les phrases, d'échanger, par exemple, sur nos types d'écriture. Oui. Moi, au premier jet, je mets beaucoup de petits. Tu vois, il s'arrête un petit moment auprès d'un petit fossé. Et puis un jour ou l'autre, il y a un gars qui me dit, bah, attends, ça sert à rien, parce qu'à un moment c'est court, donc c'est pas la peine de dire qu'il est petit, et un fossé c'est petit, sinon ça s'appelle un ravin. Donc il s'arrête un moment auprès d'un fossé. Ça, tu peux l'avoir que si quelqu'un te le dit. Et de la même façon, je construis souvent mes phrases au premier jet, pas de la façon la plus lisible en français. En français, si tu veux, une phrase fluide, sujet, verbe, complément d'objet direct, et les autres compléments après. Moi, dans mon premier jet, j'ai beaucoup l'habitude d'écrire les compléments d'objet circonstanciels avant le COD. Et donc, c'est une technique qui sert à quelque chose, elle rend la phrase plus intrigante. Mais si tu l'emploies à toutes tes phrases, ça ne fait pas ressortir la phrase que tu veux faire ressortir. Et c'est en discutant avec des auteurs, ce point précis, je l'ai discuté avec Franck Bouis il y a 7 ans, 8 ans, et il me dit, ce qui me gêne chez toi, c'est que tu mets toujours tes compléments dans tel sens. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Donc souvent, j'écris comme je veux, mais à la relecture, je remets au moins 6 phrases sur 10 dans le bon sens. Oui, mais c'est ça mais d'emblée, tu crées le volume, quoi. C'est ça qu'il y a. D'emblée, moi, je déroule l'histoire jusqu'au bout. Oui. Je sais qu'il y a des choses qui sont imparfaites. Beaucoup. Je te l'avais déjà dit une fois dans une interview, je mets des mots en rouge dans mon manuscrit. Et les mots en rouge peuvent vouloir dire 3 choses. Vérifier une doc, parce que j'écris sans doc préalable, donc j'écris sur mes souvenirs. Donc vérifier une doc pour une date, un nom, n'importe quoi d'aussi précis. La deuxième façon de mettre un mot rouge, c'est signaler que je ne suis pas content du vocabulaire, du style, etc. Mais que je reviendrai dessus pour le retravailler. Et la troisième raison, c'est qu'il est un peu anecdotique, c'est que comme j'écris sans plan, je pars souvent dans des dérives, si tu veux, que je garde, et qui vont se retrouver dans le bouquin à la page 200, 300. Et c'est clair pour moi, mais il faudra pour le lecteur des jalons. 100 pages plus tôt pour le prévenir. Quoi. Mais il y a ça, si tu veux, il y a ce fait que je veux dérouler l'histoire. C'est pour ça que j'écris sans plan, avec le moins de doc possible, et sans jamais revenir en arrière, le premier jet. Alors, j'essaie de m'imaginer, c'est pas évident à essayer de trouver, mais la genèse de l'ouvrage, de l'histoire. Parce que bon, tu rencontres Gérard moult fois, et à un moment donné, tiens, on écrirait bien là-dessus. Comment est-ce que cette étincelle a jailli en fait? Ça vient de 2 choses. D'abord, ça vient de la rencontre avec Gérard, avec qui on a décidé d'écrire à 4 mains, et d'écrire avec un défi qui est à chaque bouquin de changer de genre, changer de territoire et changer de style. Donc là, on est dans le changement de territoire. Et ça vient en fait, je lui ai raconté une signature que j'ai faite, ou non plutôt pas un salon, une conférence à laquelle j'ai assisté avec Franck Bouis sur Jean Giono. Avec d'ailleurs la fille de Jean Giono qui on est à Manosque dans ce on est du côté d'Avignon, mais elle vient, elle, de Manosque. Pour la petite anecdote, la fille de Giono prépare le repas à Manosque
le monte en camionnette là où on était, D'accord. et nous sert à table. C'était phénoménal. Donc on parlait de ça. Et on parle naturellement de Giono. Bouis est amoureux de Giono, moi je suis un grand admirateur. Et quand je parle de ça avec Gérard, il dit et pourquoi on ne se lance pas un défi de faire un bouquin entre guillemets à la Giono. Donc c'est parti comme ça. C'est parti de cette nécessité d'avoir un défi d'écriture à chaque fois. Après, c'est longtemps resté, si tu veux, le nom de code de ce projet. D'accord. Un roman à la Giono. Après, on a très vite enlevé Giono du nom de code pour ne pas être bouffé par cette exigence de ressemblance qui pourrait basculer dans le plagiat, etc. Donc après, une fois qu'on était bien imprégné de ça, le nom de code, c'était un drame provençal. D'accord. Mais voilà la naissance, ça a quand même un lien avec Giono quand même. Moi, j'avais mis dans ma chronique un petit peu que ça me faisait penser à l'homme semence, ce type qui revient un petit peu, qui arrive dans un village qui a été abandonné par tous les hommes parce qu'ils sont morts lors de la guerre, et quand il arrive là, évidemment, il n'y a que des femmes qui vont essayer de se l'accaparer. Là, évidemment, dans le récit dont on va parler maintenant, parle-nous de ce récit, de ce garçon qui revient au pays après. C'est pas qu'il revient au pays, mais il vient trouver quelqu'un du pays et il a quelque chose à lui raconter. C'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, a un lien avec un village dans lequel il arrive en tant que Bohémien. Donc Bohémien en provençal, ça veut dire le bohémien, donc l'étranger. Il arrive dans ce village et naturellement, sa présence va déclencher un certain nombre de choses. En fait, je prends souvent, pour parler de ça, l'image de Aldous Huxley dans, je crois que c'est le génie et la déesse, et qui, pour parler des sentiments, prend l'image d'une solution saturée, mais qui ressemble à une eau claire. Et un élément extérieur, qu'on va appeler le catalyseur en chimie, va déclencher une réaction qui n'est pas visible, mais qui va produire des cristaux. C'est-à-dire que ce qui saturait l'eau va produire des cristaux. L'eau reste claire, comme elle était avant, mais il y a des petites choses solides qui vont se déposer dans le fond. Et en fait, c'est ça l'image du Bohémien, et c'est en fait l'image très souvent de la structure narrative de Giono. C'est-à-dire un univers particulier, assez dense. On ne le sait pas au début, mais c'est dense par des souvenirs, des inimitiés, des jalousies, etc. Mais on ne le voit pas, c'est pas visible à l'extérieur. Et un élément étranger va arriver et va cristalliser ça. C'est ça l'idée au départ. Cette idée-là me fait penser aussi, je l'ai dit dans ma chronique, à Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta. Quand ce type de retour, Laurent Godet écrit, tu entends la musique d'Ennio Morricone et tout comme ça. Et là, chez toi, je veux dire, il y a comme tu l'expliques si bien, il y a quelque chose qui va monter, quoi. Oui, alors il y a l'idée de ça. Oui. Et après, si tu veux, il y a autre chose qui est intéressant à travailler avec quelqu'un, c'est la technique et la façon dont on va monter ça. C'est un peu trivial comme comparaison, mais comme tu parlais de cuisine, une mayonnaise, c'est pas très compliqué au nombre d'éléments. C'est la façon de la monter. Et là, c'est intéressant d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dit « Ah non, peut-être que là, je verrai bien ». Et toi, tu dis oui ou non. Et puis il dit oui, mais si tu vois bien ça, dans ce cas-là, il faudrait que... Et l'architecture se fait, et comme on n'a pas de plan, elle se fait au fur et à mesure qu'on écrit. Donc, l'impact ou l'influence de chacun de nous se vérifie immédiatement dans l'écriture. Surtout que celui-ci, on l'écrit d'une façon très particulière, puisqu'on s'est échangé tout de suite tout ce qu'on écrivait. Alors, si on écrivait 10 lignes, on se l'échangeait. Si on écrivait 4 pages, on se l'échangeait. Même si les lignes et les pages n'étaient pas dans la continuité de l'histoire. Pour la première fois, on n'est jamais revenu en arrière. Mais pour la première fois, par exemple, moi j'ai écrit des chapitres que j'imaginais dans 100 pages. Gérard les reçoit et me dit, mais ça vient où? Je lui dis, ça vient, si tu es d'accord avec ça, si tu aimes ça, si ça te plaît, on le travaille, mais si ça te plaît, on le mettra à un certain moment. Et le fait de savoir qu'on va mettre ça à un certain moment, ça va nous guider dans l'écriture, parce qu'on va se dire à partir de ce moment-là, l'écriture, il faut qu'on la dirige vers ça, quoi. C'est un impact. Voilà. Et donc ça, c'était la façon de travailler. Et effectivement, c'est comme tu dis, il y a des choses qui montent petit à petit, mais il y a aussi de la technique. Sans être prétentieux, maintenant j'ai 30 bouquins derrière moi, donc je sais essayer de construire un suspense, je sais comment distribuer des petits jalons à gauche, à droite, pour que le lecteur à un certain moment se dise « Ah, je suis surpris, mais j'aurais dû le savoir parce qu'il y avait ça avant. Ah merde, il m'a piqué mon idée. Voilà, exactement. Ça peut arriver, ça.
qu'à un moment donné, tu envoies ton texte et lui, l'écho de ce texte, il t'envoie un autre truc que tu dis, mais bon sang de bonsoir, Oui, oui, voilà ce que j'allais écrire. Quoi. Mais, ça nous arrive sûrement. Ça. Oui, mais toi, entre nous, il n'y a pas cette réaction-là. Entre nous, c'est logique. C'est logique. Si je tombe sur une idée que j'avais et qu'il a, tant mieux. C'est dans le but c'est même. la symbiose. C'est la symbiose. Quelquefois, si il a une idée de lui que moi je n'avais pas. Et si je la trouve géniale, c'est fantastique la façon dont le projet avance. Si je la trouve moins bonne ou moins évidente, on en parle. Et la même de l'autre côté, même chose de l'autre côté. Donc tout ça avance main dans la main, clavier dans le clavier, plume dans la plume, je ne sais pas comment on peut dire, mais tout ça avance bien. 1939, qu'est-ce qu'il se passe en 1939 En 1939, il y a un drame qui se passe dans ce village, qui va aboutir à la naissance d'un des personnages, et qui va rester secret. Alors comme dans tout le village, hein, c'est pas vraiment secret. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, mais ça ne se parle pas. C'est plus non dit que secret. Et ce personnage, entre 39 et 51, va grandir, et il va être un des éléments déclencheurs avec le Beaumian. Donc ce personnage s'appelle le Claudet d'abord, donc c'est Claude, le fils de Claude, surnommé par le village le Pabeu, qui veut dire le pas beau, un peu simple d'esprit, mais pas tant que ça, et qui va être le Candide de l'histoire. C'est le Candide de l'histoire qui va être ce lien assez compliqué, mais quand même efficace entre le Beaumian qui vient de l'extérieur et le reste du village, à l'intérieur du village. Et c'est lui qui va faire l'articulation. Lui, il y a un autre personnage, l'institutrice, Lisou, qui elle aussi d'une certaine façon va faire partir de ce... On pourrait dire que le Beaumian est le catalyseur, Lisou est peut-être le révélateur, et le Pabeu est l'élément libre de ça qui va compliquer la réaction chimique. En attendant, tout le monde se regarde. Quoi. Oui. Tout le monde se regarde, tout le monde s'espionne, tout le monde s'observe. Ben, c'est un peu le principe du village. Hein. Oui. Tu as vu, je reviens à Laurent Godet, où elles sont là, la couverture est très bien faite à ce niveau-là, où tu vois toutes les vieilles qui sont derrière la tenture, et puis il y a quelqu'un qui se susurre, Julia Antonin, tu as vu, il est revenu quoi. Ça fait toujours curieux d'entendre parler de Laurent Godet, parce que j'ai été invité il y a quelques années à la foire du livre de Turin, et tous les auteurs étaient attendus par un autocar, puis il y avait une voiture particulière, et c'est l'époque de Yeroul Delger, donc j'étais invité dans la voiture particulière avec quelqu'un que je ne connaissais pas, un auteur. Et on roule vers le salon, et puis j'essaye de meubler, je suis encore un peu prétentieux, il y a le grand succès d'Yeroul Delger, je suis jeune dans le métier, et je commence à entamer la conversation avec cette personne qui était assez taiseuse. Et, il est très réservé. Et je lui ai dit, j'essaie de la conversation, je me la ramène un peu, oui, j'ai écrit des polars, Yeroul Delger, etc. Et comme il est pas très parlant, je lui dis, mais vous avez à vivre de votre écriture? Et là il me répond, depuis que j'ai eu le concours, oui. J'étais un peu ridicule. Oui, d'accord, enfin bon, c'est le genre de choses qui peut vite arriver. Oui. Enfin, être ridicule, pas avoir le concours. Alors, l'ouvrage sort seulement ici début juillet. Oui. On est en train de piaffer, évidemment, parce que ça va être le roman de l'été pour moi. Hein. J'espère. Parce que le cadre y est, l'écriture y est, c'est d'une fraîcheur extraordinaire. Honnêtement, j'espère, parce que c'était un triple pari compliqué. La nouvelle technique d'écriture était pas aisée. Le changement de territoire, à écrire pour la première fois, c'est quand même... alors je disais 30, je crois que j'ai dû en publier 27, et il y en a 3 qui sont écrits. Mais sur environ 30 bouquins, le premier qui se passe en France, pas facile non plus, parce qu'on m'attend ailleurs, si tu veux. Et le style, loin des polars, loin des sagas historiques, c'était un vrai pari. Mais c'est pour ça que je suis très content d'écrire ça avec Gérard, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs, même parmi mes copains, même parmi mes amis, qui auraient joué le jeu de prendre ce risque. Est-ce qu'on pourrait reconnaître une écriture de l'un et de l'autre? Est-ce qu'il y a certaines tournures, certaines petites choses, certains indices qui sont là, ça c'est du Gérard, ça c'est du... Moi je les reconnais, Gérard reconnaît les siennes naturellement, mais aucun lecteur ne m'a jamais dit.
surtout dans celui-ci. Parce que celui-ci, il était mixé phrase par phrase, page par page. Dans le premier, souviens-toi de Sarah, il y avait 2 temporalités, 2 types d'écriture, c'était plus facile. Dans Outaouais, c'est déjà plus compliqué, parce qu'Outaouais, Gérard a écrit tout le bouquin, comme je te l'avais expliqué, je l'ai mixé, il me l'a renvoyé, il l'a remixé, etc. Donc ça a été quand même assez malaxé avant d'arriver à ça. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'il avait reconnu des passages de Gérard dans Outaouais. Il faut dire que Gérard, enfin, moi je suis très bordélique, tu le sais, on en a déjà parlé, je suis très bordélique, et donc je suis pas, et me documente le moins possible en amont, en aval. Gérard, lui, il est, dans la documentation, il va très loin. Alors peut-être que dans Outaouais, par exemple, il va dans le détail, c'est un moment, il décrit une ville du Canada, du Québec, et il a décrit sombre et noir. Et je dis, mais c'est curieux que cette ville soit aussi noire et aussi sombre. Il me dit, parce que 2 ans plus tôt, elle a brûlé. Et elle était encore marquée par l'incendie il y a 2 ans. Et il va à ce point de détail. Il ne va pas seulement se renseigner sur la ville à cette date, mais il va voir si ce qui s'est passé un petit peu avant qui pourrait justifier des choses particulières. Donc dans certaines précisions de détail, peut-être qu'on peut reconnaître la plume de Gérard. Vraiment, dans le Beaumian, je ne suis pas sûr du tout. Parle-nous un peu de Gérard. Quelle est la première rencontre? Tu avais déjà lu? Ou c'est lors d'une rencontre fortuite ainsi? Comment ça s'est passé? Non, Gérard, on se rencontre dans un salon terrible, c'est à Clermont-Ferrand, un salon qui avait lieu dans une brasserie, où chaque auteur était dans un box de brasserie. D'accord. Et il y avait 2 choses très particulières, 3 choses particulières. Je crois que il me semblait que c'était un week-end de Pâques. Il y avait un match de rugby international ou national dans lequel Clermont-Ferrand était impliqué. Donc il n'y avait personne au salon, strictement personne. Et la brasserie qui hébergeait le salon, avait open bar, y compris sur les cocktails. Oula, Donc, à raison d'une margarita, d'une caipirinha, toutes les heures, très vite, la vingtaine d'auteurs étaient partis. Et j'ai rencontré Gérard à ce moment-là, donc on n'avait rien à faire du tout dans ce salon. On a dû signer 2 bouquins pendant le week-end, et on a pu parler. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec lui, que je ne connaissais pas du tout, je pouvais parler d'écriture. Donc on a embrayé tout de suite sur l'écriture. Et on s'est apprécié. On n'a pas commencé à écrire tout de suite, hein. On a d'abord été copains, amis, et puis à un moment... il est très réservé comme garçon. Hein. Oui, oui, il est très réservé. Là, en ce moment, il est tout seul en Irlande en train de pêcher, là. Voilà. Sous des tonnes de pluie et un vent. Alors c'est marrant parce qu'il a repris une expression qu'on a dans le bouquin, je ne sais pas de qui elle vient, pas dans celui-ci, mais dans je pense que c'est dans Outaouais. Et il me dit, j'ai la pluie horizontale, à cause du vent, quoi. Et oui, il est réservé, il a comme moi aucune vanité d'auteur, il accepte la critique, il fait la critique juste, il est franc, il est simple. C'est vraiment le compagnon d'écriture idéal. Il ne se la fait pas, quoi. Non. Et c'est ça vraiment qui t'a plu et qui a déclenché cet élément qui a dit, mais ce gars, oui, il est intéressant, je l'écoute, il m'écoute. Et... Oui, et puis alors, il est aussi, par son âge, par sa situation familiale et économique, il est détaché un peu, si tu veux, de la rentabilité du métier. Et donc, ça ne lui pose pas de problème de prendre des risques. D'accord. Il a écrit jusqu'ici, bon, à part une première série qui se passait en France, du côté de Lyon, je crois, des romans historiques. Il a surtout écrit des romans irlandais. Et il ne s'est pas posé la question de se dire je vais perdre des lecteurs si d'un coup j'écris un drame provençal, etc. Et quand l'idée est arrivée, il s'est dit bah oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est vrai qu'il est, je veux dire, moi on l'a vu ici dernièrement à la foire du livre ici à Bruxelles. Ouais. Bon, ben, c'est le gars qui ne s'ennuie pas. Hein. Il sait toujours parler avec celui de gauche, celui de droite. Quelqu'un qui passe, il est très gentil. Bon, il ne pousse pas à la vente, mais il sait capter le regard. Oui. Non, c'est vraiment quelqu'un d'ouvert. Sa vraie qualité, c'est qu'il est franc. Oui. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose qui ne lui plaît pas, il me le dit. Mais il ne me dit pas c'est haché. Il a le regard. Il me dit l'idée me plaît, mais je trouve qu'elle est mal formulée, qu'elle est ou trop populaire, ou trop. Et moi, j'ai fait la même chose avec lui.
Là, on a attaqué, j'ai pas le temps parce que j'ai un autre gros bouquin à écrire, mais on a attaqué un roman historique, donc le quatrième de la série sera un polar historique, qu'on écrira sûrement à partir de 2025, parce que là, moi j'ai 6 mois d'écriture obligatoire. Et, mais il a quand même tenu, comme il partait en Irlande et qu'il avait un peu de temps devant lui, il a quand même tenu à écrire la moitié du premier chapitre, donc 5-6 pages. Il me les a envoyés, et, et il m'envoie à ce moment en me disant je sais que tu ne seras pas d'accord sur tout, mais dis-moi ce que tu penses, que je puisse me caler et avancer sur le reste. Et effectivement, ce qu'il avait mis était bien, c'est un bon début de chapitre. J'ai inversé quelques paragraphes, mais sur la précision historique, je lui ai fait quelques remarques qu'il a bien prises tout de suite. Alors c'est normal, on sait pas encore, on n'a pas encore accumulé la documentation, parce que sur ce polar historique, on sera obligé d'être documenté. Mais quand tu as un préfet de police sur les bords d'un fleuve à Paris qui regarde un cadavre, dans un roman historique, tu ne peux pas dire simplement il est hautain et austère. Il faut, pour situer historiquement le personnage, que tu décrives sa façon de se vêtir. Et c'est assez particulier. Il y a des pantalons particuliers, il y a des redingotes particulières. À l'époque, il y a un haut de forme particulier. Des gilets qui viennent d'être à la mode sont différents. Et je lui dis voilà, Gérard, c'est nickel, mais sur ces passages-là, il faut qu'on soit plus dans l'histoire. Et il me répond aucun problème. Je vais dérouler l'histoire en laissant entre parenthèses les descriptions. Et on ira les retravailler après. Donc, c'est ça qui est agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Pendant que tu parlais, moi je repensais au Beaumian. Oui. Je revoyais l'accoutrement, je voyais l'ambiance, c'est tout à fait comme tu le disais ici, mais vous avez une écriture qui peut s'adapter à n'importe quel temps, tout compte fait. Parce que directement... Oui, mais encore une fois, c'est l'écriture... Alors, je ne sais pas comment dire ça sans être prétentieux, mais... Non, faut pas. L'écriture, tu as probablement un don au départ, d'accord. Après, tu peux avoir un talent d'exploiter ce don. Mais 80% des auteurs s'arrêtent ici. C'est un don et j'ai le talent pour le développer. Et le troisième élément important, c'est la technique. Et la technique, elle est comme tout. C'est comme en cuisine. Si tu veux être un bon cuisinier, il ne faut pas seulement que tu saches faire les émulsions. Il faut que tu saches faire les salades, il faut que tu saches faire les cuissons, la pâtisserie. J'ai goûté. Voilà. Donc il faut faire ça. Et je pense qu'un certain nombre d'auteurs devraient participer en tant d'élèves à des ateliers d'écriture pour sortir de leur zone de confort, aller chercher d'autres types d'écriture, même si c'est pas une expérience d'un bouquin. Alors c'est facile à dire pour nous, parce que Gérard et moi on est à l'abri entre guillemets du besoin. Nos vies sont faites et l'écriture est un complément, mais c'est pas indispensable. Si demain mes bouquins se vendent plus du tout, je vais survivre sans problème, même plutôt bien par rapport à la moyenne des gens. Et les autres auteurs n'ont pas forcément ce confort. Mais en fait, de façon générale, sur l'appréciation du monde en général, si on veut rentrer, je pense que ce qui tue, c'est le confort. Alors, tu parles de confort, mais tu as le confort du vocabulaire. Parce que j'ai l'impression que tous ces mots sont en train de se bousculer dans ton cerveau pour demander qu'une chose, c'est de sortir au bon moment. Quand est-ce que le nom Beaumian ressurgit et que tu te dis tout compte fait, on va taper une idée sur quelqu'un, sur un étranger qui revient, mais ce mot Beaumian, il date de quand dans ton esprit? Tu l'as croisé quand, ce mot-là? On l'a croisé quand on a lu, pour se mettre dans l'ambiance, des bouquins de Magnan, des bouquins de Pagnol, des bouquins de Giono. Et en fait, dans un bouquin de Magnan, il y a à la fin un lexique. Et on est allé jeter un coup d'œil dans le lexique pour voir s'il y avait quelques thèmes, pas beaucoup, qui cadraient avec ce qu'on voulait faire. Et c'est là qu'on a vu le mot Beaumian. Je crois me souvenir, je ne suis pas sûr, que c'est moi qui l'ai trouvé. Et je l'ai proposé à Gérard, qui lui est allé voir immédiatement, et qui m'a dit « ça s'écrit Boumian ». Et en fait, on est allé voir, ça s'écrit Boumian ou Beaumian. Et on a décidé de prendre Beaumian parce que c'était plus compréhensible pour les lecteurs, parce que c'est assez proche de bohémien. On comprend vite que Beaumian, bohémien, c'est la même origine, quoi. Je me demande si Henri Bosco n'a pas utilisé... Peut-être. Hein, Peut-être. Ce serait bien dans son style et dans son genre. C'est dans la même école. Oui, bien sûr. Donc, ce mot revient, et on se dit quand est-ce qu'on le choisit comme titre? Ah, tout de suite.
tout de suite. Dès qu'on tombe sur le mot, oui. On tournait autour de Lizou, on tournait autour du personnage principal. Et on avait gardé ça comme titre de travail. La Lizou. Et après on s'est dit, c'est trop dans la veine Giono Pagnol. C'était plus la veine Pagnol que Giono. Et on était d'accord que c'était pas le meilleur titre. Dès qu'on est tombé sur Beaumian, on s'est dit voilà, il n'y a pas à chercher, ça sonne provençal, ça a du sens, ça se retient. Tu connais mon goût pour les titres bizarres, donc tout cadrait. L'époque de lancement du bouquin correspond aussi parce que ça va se dérouler le 14 juillet. Oui, exact. Donc on est quelques jours avant le 14 juillet. Donc, d'ailleurs, j'ai négocié avec un ami d'Algo qu'elle tire un feu d'artifice spécialement pour le lancement du bouquin. Je pense qu'elle va m'entendre. Si vous voyez un feu d'artifice, c'est qu'elle m'a entendu. D'accord, super, c'est super. Alors, je reviens un petit peu de nouveau au Beaumian. Tu serais quel personnage, toi, dans l'histoire? Je serais le Beaumian. Tu serais le Beaumian. Ah, oui. Et Gérard? Le bistrot? Gérard serait... le bistrotier. Non, parce que le bistrotier est vraiment un sale con. Donc il peut pas l'être. Il peut pas. Mais il ne serait pas le curé non plus. Non plus. Il serait un personnage qui n'est pas dedans et qui a failli y être, qui aurait été quelqu'un, une sorte de chasseur solitaire. Alors, en fait, avant le Pabeu, on avait l'idée de quelqu'un qui n'avait pas limité intellectuellement ou physiquement, mais de quelqu'un qui était un peu mis à part du village. Et très connaisseur de la nature, très simple dans sa vie, très franc dans ses décisions et dans ses idées. Et ça aurait pu être Gérard à ce moment-là. Ou ce personnage de 1939, quoi. Oui, peut-être bien l'italien de 1939. Ouais. Pourquoi pas? Oui, mais j'aurais pas voulu faire mourir Gérard. Ah non, mais bon. Je préfère mourir moi de façon rocambolesque, généreuse, mourir moi à sa place, quoi. Tu viens de parler d'Hidalgo. Oui. Madame la mère dans ton bouquin, c'est une image que tu as trouvée où? C'est un personnage qui existait? Non, c'est venu ensemble, Gérard et moi. Enfin, si tu remarques bien, et je suis sûr que tu as remarqué la construction du bouquin, ça part sur des personnages masculins qui construisent l'histoire, et d'un seul coup on bascule dans des personnages féminins, et on termine par la force des personnages féminins. Tout à fait. Et il y avait à un certain moment, on se posait la question de la confrontation entre les personnages masculins et les personnages féminins. Et on s'est dit tous les deux que la confrontation, elle devait passer par quelqu'un d'intermédiaire, et on a eu l'idée au départ de cette femme mère, parce qu'on est tombé quelque part sur une histoire une des rares femmes mères de l'époque. Et c'est Jarre qui a eu l'idée d'en faire une ancienne résistante, parce que d'un seul coup, elle s'imposait à tout le monde. En tant que femme, elle s'imposait aux femmes par le courage de ce qu'elle avait fait. En tant qu'homme, elle s'imposait aux hommes par le courage qu'elle a eu d'être dans la résistance. En plus, probablement dénoncée par quelqu'un du village. Donc c'était le personnage idéal. On n'a pas essayé de jouer, de surfer sur la vague du féminisme, de trouver un personnage féminin qui a un rôle. Ça aurait été idiot de le faire, puisque en 50-51, ça n'existait pas. En 55, ça n'existait pas. Ou en tout cas, c'était le balbutiement. Mais c'était plus pour construire un personnage intermédiaire entre deux mondes. Moi, j'ai cru que quand je t'ai posé la question, quel personnage, je pensais que tu allais prendre le rôle du manouche, là. Oui, j'aurais pu être ça. J'aurais pu être ça, oui. Mais ça vient, hein, manouche, bohémien, oui, d'accord, parce que bon... On n'est pas loin. J'aurais pu dire, comme j'ai dit dans le bouquin, Rastaquouère, Ratagne, pareil, quoi. Oui, ça fait pour le capitaine Haddock, ça, ouais. Rastaquouère. Mais écoute, je suis très content d'avoir à nouveau... J'ai envie de relire le bouquin. Mais dépêche-toi, parce qu'il y en a un autre qui sort en mois d'août. Hein. Eh ben voilà, on va ils sont partis d'ailleurs. Ah d'accord. Oui, tu vas le recevoir. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Merci à toi, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonne promotion à toi. Merci.